TV Liberté n'a jamais été aussi puissante, mais les tentatives de nous anéantir n'ont jamais été aussi nombreuses. Les ordres du pouvoir politico-financier pour nous priver de comptes bancaires ont dévoilé leur volonté de nous abattre. Ces attaques, aussi virulentes et basses soient-elles, trahissent en réalité leur peur. Emmanuel Macron consacre à présent des conférences entières à plaider pour un encadrement, une censure donc, des médias alternatifs. Ils ont peur que nous montrions le réel qui démonte leur narratif. Le monde imaginaire vendu par les médias est en train de s'effondrer. L'information libre portée par TV Liberté déferle sur leurs mensonges. La vague les submerge. C'est l'instant de vérité. Le système tombe et il faut encore le pousser. Mais malgré notre détermination, notre dévouement intact, les coups que l'oligarchie nous a portés ont eu des conséquences lourdes. La fermeture de nos comptes, la précarité bancaire et les obstacles administratifs auxquels nous sommes confrontés ont grévé nos budgets. Pour aborder 2026, non pas avec sérénité, mais avec assurance, vous devez vous tenir à nos côtés et nous soutenir. Nous sommes en première ligne pour vous, alors assurez nos arrières, faites un don à TVL pour que vive l'information libre. Alors je compte sur vous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Christian Combaz. Bonjour monsieur. Bonjour. Christian Combaz est ancien journaliste au Figaro. Il anime l'émission Campagnole sur YouTube et il publie à l'endroit cet essai que vous pourrez retrouver sur la boutique de TV Liberté, un ouvrage, Christian Combaz, qui porte sur l'influence du monde spirituel sur le temporel, sur l'inversion des valeurs à l'œuvre dans nos sociétés, sur l'opposition entre le Dieu chrétien et le diable, celui dans votre ouvrage que vous appelez le prince de ce monde et dont vous voyez l'influence grandir partout. Où en voyez-vous justement les manifestations dans nos sociétés ? Alors, vous semblez décrire une situation qui est légèrement antérieure à ce que je démontre dans le livre. Le Dieu et le diable n'ont cessé de coexister, c'est-à-dire de s'appuyer l'un sur l'autre, pendant toute la période qui va jusqu'à 2001, grosso modo. Et vous le voyez très bien dans la pop musique, dans les clips de Madonna. On voit très bien que tout ce satanisme rampant qu'on observe chez Madonna a une contrepartie, c'est que plusieurs plans la montrent en train de faire sa prière en communiante. Et par conséquent, il y a ce va-et-vient entre Dieu et le diable qu'on retrouve dans Tintin où le personnage est cerné par un ange et un démon, à chaque fois qu'il y a un choix moral. Et donc ce choix moral se perpétue jusqu'en 2001. Et la grande nouveauté, c'est que la modernité insatisfaite, la modernité qui veut avoir raison sur tout, la modernité qu'on peut appeler macronienne, elle veut tellement avoir raison sur tout qu'elle a décidé que le mal, ça n'existait plus. Et que le bien non plus, du coup. Et que le bien non plus, c'est-à-dire qu'il y avait qu'une sorte de magma moral. Tout dépend des circonstances, tout est relatif en quelque sorte. Par exemple, on vous parle de consentement pour un gamin de 8 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? On vous parle d'inceste heureux. Au tribunal, on vous parle d'inceste heureux. Le type, il a quand même engrossé sa fille. Et on vous dit qu'elle était consentante, etc. C'est incroyable. En plus, à la fin des fins, il s'est suicidé, et la fille aussi, je crois, non ? C'est ça ? Oui, la fille aussi. Donc, et on a quand même, malgré tout, le système judiciaire français nous a perpétué la légende, le bobard du consentement pendant une bonne dizaine d'années. Et vous pointez aussi particulièrement l'Amérique de la CIA en guerre contre le christianisme. Alors, en guerre contre le christianisme, tel qu'il est un obstacle au développement de cette société sans, je dirais pas sans morale parce que c'est trop connoté, sans règles, sans barrières. Les nations se sont constituées selon des barrières. Je prends un exemple. La ville de Venise, la ville de Sienne en Italie. Ce sont des contraintes permanentes de quartier à quartier. On ne pouvait pas vivre dans ces villes-là si on n'était pas hyper codé. Et c'est ça qu'on appelle la civilisation. Vous comparez la ville de Sienne au fil des siècles, malgré les guerres autour, et ce qu'elle a produit comme beauté, etc., avec ce qu'a produit l'Australie, où c'est Go West, où on plante son piquet, on tue son voisin, on plante son piquet, on exploite une ferme, ensuite on est tué par le fils du voisin. C'est ça l'Australie, c'est ça l'Amérique. Et donc c'est le contraire de la civilisation européenne qui, pendant des siècles, s'est accommodé des assignations, ce mot revient souvent dans le livre,
la société civilisée européenne avait pour mission de faire accepter à chacun et à chaque société ses assignations, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles on est plongé et dont on ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir d'une condition, par exemple, de paralytique. On ne peut pas sortir d'une condition d'homme du Sud alors qu'on voudrait être un Suédois. Eh bien, le christianisme avait pour mission de nous consoler de ces assignations en disant « c'est le grand jeu de la nature, vous êtes tous inégaux par nature à la naissance ». Le christianisme vous propose une lecture des choses qui vous rend tous de la même dignité, quelles que soient vos capacités, quel que soit votre aspect. Et c'est pour ça que c'était extrêmement fécond. Ça a fabriqué les cathédrales, ça a fabriqué la ferveur, et la foi et le courage des gens de peu, dans tout le Moyen-Âge, dans tout le XVIIe. Ces gens qui ont fabriqué la grandeur de la France, ils étaient souvent charpentiers, ils n'avaient pas de quoi vivre, enfin, parfois, souvent. Donc c'était pas les élites qui ont fabriqué la grandeur de la France, c'était ces petites gens qui étaient rassemblés autour d'un projet qu'on peut appeler civilisationnel. Alors on va nous dire, oui, mais ils étaient écrasés par l'oppression du curé, etc. C'est faux, c'est faux. Face à cette satanisation rampante, puisque vous parlez comme ça dans votre ouvrage, Christian Combaz, est-ce que l'Église est un contrepoids? Pas assez, puisque vous voyez bien dans le livre, je fais un tableau que je ne vous répète pas, ça serait trop long, de la dégringolade de la papauté après Jean XXIII. Paul VI était un homme, pas de la CIA, mais il l'est devenu. Jean-Paul Ier a été évacué parce qu'il n'était pas assez un homme de la CIA. Jean-Paul II l'est devenu. Non, pardon, c'est l'inverse. Jean-Paul Ier a été évacué parce qu'il était résolu à faire de l'ordre et on n'avait pas besoin d'un pape qui fasse de l'ordre. Ensuite Jean-Paul II, ensuite etc. On en arrive à François qui, à mon avis, a pris la place de l'autre parce qu'il était plus conforme au désir de la CIA. Et le dernier, l'actuel? Ah, le dernier, il est américain, donc la question se pose pratiquement même plus. Ouais. Alors vous parlez aussi de certaines sociétés secrètes dans votre ouvrage, notamment la Skull and Bones, qui est Alors attention, on ne parle pas de société secrète au sens franc-maçonnerie, on parle de société secrète, un peu d'ailleurs, on parle de société secrète au sens bizutage mutuel qui fait qu'on tombe dans la même écuelle de pauvreté morale à l'âge de 22 ans, on se pisse dessus dans des séances épouvantables. La Skull and Bones, pour rappel, c'est une association, je ne sais pas si c'est une association, en tout cas c'est une organisation qui est implantée à Yale, à l'université de Yale. C'est un peu comme si tout le monde était étudiant en médecine, en fait. Et quand George Bush, un journaliste, lui demande est-ce qu'on peut parler, il dit non, c'est trop secret, je ne peux pas en parler. Oui, c'est ça. Sauf que maintenant, par exemple, George Bush et John Kerry étaient censés être opposés. En fait, ils se sont... Mais je plaisante pas quand je dis qu'ils se sont pissés dessus mutuellement dans une fosse commune à Yale. C'était ça. C'est-à-dire l'humiliation mutuelle crée des liens mutuels. Ils sont tombés tellement bas, les uns les autres, et les uns à cause des autres, qu'ils se tiennent tous, même s'ils sont opposants politiques. Et on a beaucoup de ça dans les grandes entreprises américaines, genre BlackRock, etc. Vous avez vu ce film avec Tom Cruise qui s'appelle La Firme. On voit bien que les grandes firmes américaines fonctionnent sur le même principe du bizutage préalable, l'action dégueulasse préalable qui permet ensuite de parier sur vous parce que vous êtes un bon élément. La modernité que j'appelle diabolique, c'est ça. Qu'est-ce qui a basculé le 11 septembre? Vous revenez sur les événements qui sont arrivés aux États-Unis. C'est quoi la bascule? La bascule, c'est que les États-Unis ont fait adopter par le reste de la planète leurs ennemis. C'est simple. Ils ont rendu cet événement tellement exceptionnel, tellement représentatif de ce qui était haïssable dans le tiers-monde, par exemple, que l'Occident a été sommé d'adopter les mêmes ennemis que l'Amérique. Le monde arabe, le monde musulman. Absolument. Je n'ai pas dit qu'il était inoffensif. J'ai dit qu'il n'était pas le mal absolu. Alors vous dénoncez aussi le désir de vengeance de l'Empire américain contre les nations européennes. Qu'est-ce qui alimente cette haine? Comment s'opère-t-elle? Ce sont des nations, eux, les Australiens, les Néo-Zélandais, des nations de proscrits, des nations qui sont issues des nôtres. Ils ont été chassés, le monde que je vous décrivais, Sienne et Venise, le monde organisé, le monde qui avait des règles, le monde où on ne pouvait pas faire n'importe quoi. L'objet même de la civilisation les a chassés, ou ils se sont chassés eux-mêmes.
eux faisaient n'importe quoi, sont devenus des forçats, des proscrits, bannis au bagne en Australie, ou alors des pionniers en Amérique. Mais pionniers, ça voulait dire qu'ils n'avaient pas trouvé leur place en Angleterre. Et cet esprit de pionnier, c'est-à-dire on va manger du terrain, on va tuer les Indiens aussi. Cet esprit, les aborigènes. Oui, cet esprit s'est développé, hélas, dans l'entreprise, dans l'économie américaine, jusqu'à faire la même chose sur le plan planétaire. Les entreprises américaines ont mangé le monde pendant les années fastes, selon le même principe. Un capitalisme anti-humaniste. Absolument, un capitalisme qui dit j'en ai rien à foutre dans la mesure où ça marche pour moi. Et là, vous entendez très souvent les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de basse extraction, qui pensent pouvoir réussir à la Bernard Tapie, c'est-à-dire faire fortune, avoir une grosse voiture. Ils disent je m'en fous, toutes les critiques morales qu'on peut adresser à quelqu'un, il a pris des ronds. Je m'en fous de la valeur morale de quelqu'un parce qu'il a pris des ronds. En gros, sa richesse le sanctifie à mes yeux. Et quand vous regardez Rockefeller, quand vous regardez les Rothschild, c'est pareil. Leur richesse sanctifie leur début. Mais quand on s'intéresse à leur début, il n'y a rien de sain. Oui, le mensonge est partout. Ouais. La Russie, la Chine, le monde musulman sont ces trois espaces sur la planète qui s'opposent à l'empire américain. Quelles sont leurs valeurs ? Comment s'organisent-ils ? En Russie, en Chine et dans le monde musulman, vous avez par exemple des vieux assis au pas de leur porte qui regardent la vie des autres et qui réfléchissent. Ça n'existe pas. En Occident, ça n'existe plus, ça. Le vieux qui réfléchit en regardant passer les vélos, on trouve ça au Vietnam, mais on ne trouve pas ça en Amérique. Ça n'existe pas. Donc, cette idée de la vie humaine, qui est une forme de contemplation après un certain âge, même d'ailleurs ça pourrait se faire à 30 ou 40 ans, cette contemplation minimale dans la vie humaine est une chose qui n'est plus occidentale, c'est fini. Il faudrait que ça le redevienne, et je pense que la Russie a une vertu, celle de nous convaincre de l'existence de ce monde intérieur, qui n'est pas inférieur. La Chine a une très vieille tradition confucianiste qui dit exactement ce que je viens de dire. Rentre en toi, juge par toi-même de ce qui est bon et juste, qui est très conforme, au fond, au message chrétien. L'individualisme chrétien. Oui. L'individualisme chrétien. Et donc, je pense que la Chine va d'abord retrouver ses racines confucéennes, puis probablement va être un peu noyautée par le catholicisme qui a toujours eu envie de conquérir la planète. Mais je pense que le bloc de l'humanisme confucéen va décider, ils sont quand même 1 milliard, va décider du basculement. Et basculement, pas forcément confessionnel. On ne cherche pas à ce qu'ils se convertissent, mais qui convertissent le monde, non pas forcément au Christ lui-même, c'est-à-dire à la messe, mais qui convertissent le monde aux valeurs qui vont avec, c'est-à-dire au fait que, par exemple, un paralytique ou quelqu'un qui a un QI un peu déficitaire mérite un autre regard que celui que porte la modernité sur lui en ce moment. Le regard de la modernité sur les handicapés est détestable, ça consiste à les obliger à courir le handisport. Mais en même temps, on sent très bien qu'ils n'auront jamais le même statut mentalement dans l'esprit des gens. Moi, j'aimerais que ce soit le contraire. J'aimerais que les handicapés cessent de courir le handisport et qu'ils aient une meilleure évaluation personnelle dans l'esprit des gens. Le terrorisme arabe, l'urgence climatique, l'immigration jugée obligatoire par certains, la pandémie, le vaccin, la menace russe, le drapeau arc-en-ciel, tous ces sujets mis sur la table, relayés par certains médias, ça sert à quoi ? Ça sert à agiter le bocal. Plus vous agitez le bocal avec des idées nouvelles, etc., plus il y a des particules qui volent et moins on voit les bords du bocal, moins on voit loin, quoi, en gros. Et donc, plus vous dites aux gens, au journal de 19h, que la banquise fond, et plus la mémé du coin dit « Ah, ben c'est quand même très préoccupant ». Et puis, du coup, elle ne pense plus aux vrais problèmes. Alors, d'abord, en plus, c'est faux, la banquise ne fond pas. Elle a même tendance à se reconstituer. Donc, c'est scandaleux, parce que c'est un mensonge institutionnel qui a pour but d'asservir les gens. Alors on va me dire, oui, mais toi tu te prétends un libérateur qui te dit que tes vérités à toi sont supérieures à celles qu'on t'assène sur TF1. Eh bien, la réponse est claire. Si j'ai pas le droit de dire mes vérités à moi, c'est qu'il y a une part de vrai. Alors vous vous attaquez
à deux personnages bien connus dans le monde, Bill Gates et Jeffrey Epstein. Vous faites des révélations glaçantes sur ces deux hommes. Je ne fais pas des révélations parce que ma méthode consiste à les attribuer à un médium qui s'appelle Léon et qui a des intuitions sur ce qui se passe, qui sont un peu les miennes pour être franc. Et donc, en disant que c'est un devin qui parle, je n'affirme rien. Mais j'insinue beaucoup. Et je pense que l'histoire Epstein et l'histoire Bill Gates sont le même point de convergence, qui est un trafic de la cellule humaine, un probable trafic autour du clonage, une nécessité imbécile de provoquer, enfin de trouver le secret de la longévité permanente. La jeunesse éternelle. La jeunesse éternelle. Et donc, sur cette île, on faisait probablement des expériences très scientifiques. Alors, il y a deux choses qui militent. Sur l'île d'Epstein. Oui. Alors, mais pas seulement, parce qu'il y avait également des laboratoires, ouais, voilà, en Arizona, où on faisait la même chose. Alors, ça, on a un témoignage d'une des victimes, d'une des filles qu'ils ont promenées comme ça pendant un an et demi. Une gamine de 15 ans. Voilà, une gamine de 15 ans qui disait, moi, j'ai pas vu beaucoup de prostituées, j'ai vu beaucoup de scientifiques. Première chose. Deuxième chose, il y a un film auquel je renvoie les téléspectateurs qui s'appelle The Island par un cinéaste canadien qui s'appelle Michael Bay, B-A-Y, et qui raconte une île où les gens sont élevés comme clones de personnages célèbres pour servir pour leurs organes à réparer les personnages célèbres quand ils viennent à tomber malades à 68 ans. Et donc... c'est des pièces détachées, quoi. Voilà, absolument. C'est un magasin de pièces détachées pour humains. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Michael Bay, le cinéaste, a séjourné 3 fois chez Epstein sur l'île. Et que la fille qui témoigne a dit « je l'ai vu plusieurs fois oui. ». Il fait ce film 1 an et demi après. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez troublant là-dedans. Mais vous dites quand même que Epstein clonait des esclaves sexuels. Non, moi, je ne le dis pas. Mais c'est l'une des conséquences. Alors, attention, j'attribue pas à Epstein ce qui est connu dans le monde entier, et notamment en Ukraine, les gens qui naissent sans état civil. Il n'y a rien de plus facile, je ne vous fais pas un dessin. Quand une fillette naît et qu'elle n'a pas d'état civil jusqu'à 10 ans et demi, vous en faites ce que vous voulez. Puisqu'il n'y a pas de crime, puisqu'il n'y a pas de personne. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Donc vous pouvez la trafiquer par jet privé, comme vous voulez. Si elle disparaît, elle ne disparaît pour personne. Personne ne sait qu'elle est née. Elle n'a pas été enregistrée. Et ce que je dis là, c'est la vérité. Dans certains pays du tiers-monde, beaucoup d'enfants n'ont jamais été enregistrés à la naissance. Par conséquent, ils deviennent une matière à échange. Et Dieu sait que les jets privés ont circulé beaucoup entre les continents. Et ça se passe aussi en France. Alors je pense que ce qui va se passer, et moi je suis assez convaincu d'une révélation à ce sujet, une révélation indubitable qui nous pend au nez, et je pense que le FBI Trump va probablement arriver avec une révélation écrasante et qui va obliger l'Occident tout entier à faire amende honorable, en disant si on est allé jusque-là, c'est qu'on est vraiment un système malade. Et donc, à ce moment-là, les Égyptiens et les Vietnamiens vont dire « Oui, vous êtes un système malade ». Et donc, on va devoir négocier auprès du tiers-monde un regard neuf sur nous, parce qu'on va devoir dire, justement, Sienne, Venise, l'Occident, c'est ça aussi. C'est pas seulement Epstein. C'est pas seulement les financiers new-yorkais, qui sont d'ailleurs tous plus ou moins de la même origine. Alors, vous parliez tout à l'heure, Christian Combes, de ce personnage avec qui vous dialoguez dans votre ouvrage, Léon, que vous qualifiez, que vous présentez comme un médium extralucide. Quelle importance donnez-vous à ces dires, à ces prédictions? D'abord, Léon a existé, mais il a existé il y a longtemps, il y a 25-30 ans. J'ai été longtemps en poste en Italie, et donc j'ai beaucoup connu les marges de la chrétienté, notamment les couvents autour de Rome. Et il y avait là un monsieur qui était à moitié français, et qui parlait donc un français excellent, et qui était un véritable padre pio local. Il n'avait pas la même notoriété, mais en tout cas, on s'est liés d'amitié. Il me racontait qu'enfant, il voyait les morts, c'est déjà pas commun, et qu'il voyait aussi, dans une sorte de brouillard, un avenir de l'humanité assez proche, où il disait qu'il y aurait une tribulation très brève, assez violente, mais très brève,
et qui serait suivi d'un véritable âge d'or. Et c'est là-dessus que je me base pour attribuer les mêmes convictions à mon Léon dans le livre. Oui, il parle d'une révélation biblique éclatante. Alors, cette révélation biblique éclatante, elle est plus ou moins dans les textes, dans les prophéties. On prétend l'équivalent du Graal, c'est-à-dire du sang du Christ ou de la couronne d'épines, va être retrouvé à la fin des fins, et que celui qui découvrira le lieu du secret va en tomber aveugle. Je me souviens plus si c'est dans les prophètes, je veux dire laïcs, comme Nostradamus, ou si, en tout cas, c'est une légende qui court. Et moi, je m'en sers volontiers parce que je trouve que, alors, je la situe pour la commodité du récit autour de Rennes-le-Château. Je pense qu'à Rennes-le-Château réside un principe mauvais, un principe terrestre, un principe diabolique par nature. D'ailleurs, cette ville qui est dans l'Aude. Voilà, un petit village où il y a une église, où il y a un curé. Vous connaissez tous l'histoire, mais je vous la résume d'une phrase. Le curé a fait une fortune extrêmement subite et extrêmement considérable, et donc extrêmement suspecte. Il a été visité par toutes sortes de gens, y compris de la cour d'Autriche. Donc apparemment, il y avait un secret quasi dynastique qui s'attachait à cette vérité. Et ce secret, je l'attribue, moi, à un lien entre une sorte de secret, de secret ésotérique assez diabolique. En gros, le pouvoir terrestre aurait une sorte de cristallisation à cet endroit-là. Ce qui expliquerait pourquoi ce prêtre a fait une fortune colossale, a été protégé par tous les pouvoirs, et est mort dans des conditions très étranges, car il a fait venir un confesseur sur son lit de mort qui lui a refusé l'absolution avant la mort. Et François Mitterrand, vous l'expliquez, s'est rendu absolument. La veille de son élection. À la veille de son élection, qui était plus que pas jouée, il s'est rendu. 81. Oui, il s'est rendu à Rennes-le-Château à la veille de l'élection. C'est quand même fascinant. Et vous dites qu'il en est parti souriant. Oui, apparemment. Rassuré en tout cas sur sa mission bien terrestre au service des intérêts du prince de ce monde. Et la Chine aussi est évoquée dans les prédictions de votre ami Léon, qui sera touché par un réveil chrétien. Voilà, Léon est convaincu que la machine chinoise, qui fabrique ses opérateurs, qui fabrique des robots pour alimenter la machine, il va y avoir le grain de sable dans l'engrenage qui est au fond la même chose que dans 2001 Odyssée de l'espace, quand le héros détraque l'ordinateur en lui demandant « mais pourquoi ?» Et l'ordinateur n'est pas programmé pour répondre. Et donc, au fond, le christianisme, c'est ça. La question, c'est pourquoi. Et donc, moi, j'en viens toujours à cette idée que le christianisme rend le monde de Satan fou, parce que le christianisme, c'est l'inconnaissable. C'est-à-dire qu'en gros, le message du Christ... C'est le doute. En gros, le message du Christ, c'est qu'il renvoie au Père. Le Père, c'est quelque chose qui est supérieur à sa propre sphère de connaissance. Il y a chez le Père, dans la maison du Père, tellement de pièces inconnues qu'on ne les connaîtra, que les pauvres humains ne les connaîtront jamais toutes. Et donc, la foi, l'acte de foi chez un chrétien, c'est « j'ai confiance car je crois en l'inconnaissable ». L'inconnaissable, c'est-à-dire je suis un vermisseau qui n'aura jamais la clé dernière. Là où les pouvoirs terrestres, par exemple la franc-maçonnerie qui en fait partie, vous dit « tous les secrets de l'univers sont faits pour être connus un jour ». Le grand architecte, un jour, vous livrera ses secrets. Moi, je suis convaincu du contraire. Nous ne connaîtrons jamais la vérité ultime. Et c'est très bien comme ça. Et vous me disiez en préparant cette émission, Christian Combas, que les Français, les gens qui habitent nos sociétés occidentales, in fine, sont sous hypnose. Oui, bah oui. On est plongé dans un monde sectaire. Depuis le Covid, depuis un peu avant, on nous fait réagir comme des membres, des victimes d'une secte. C'est l'ordre du Temple solaire, c'est-à-dire que, vous savez, on a les lettres des membres de l'ordre du Temple solaire, ils étaient tous convaincus qu'ils seraient embarqués vers Sirius. Ben, finalement, la nouvelle société de Macron, c'est l'embarquement vers Sirius. Sauf qu'il n'y a pas de Sirius, là, en l'occurrence. Quel rôle joue-t-il, le président de la République, Macron, qu'on a vu descendre les Champs-Élysées, tendant la main, disant bonjour à des gens qui n'existaient pas sur les trottoirs? Ça vous dit rien, Jody Mambro et les membres de l'ordre du Temple solaire, ouais, c'est ça. C'est des gens qui sont, c'est un peu comme Raël, où au fond Macron, c'est Raël. C'est-à-dire qu'en vrai, il est tellement dans son truc, il y croit lui-même.
Et donc, comme il y croit lui-même, parce que c'est un personnage qui est profondément crédule, disons, auto-crédule, il a besoin de croire en son importance. Du coup, il pense qu'en y croyant suffisamment fort et suffisamment dans les grandes largeurs, il va attirer à lui des gens qui y croient aussi. C'est donc le principe sectaire. Et c'est le cas. Il a attiré pendant 10 ans à lui des gens qui, malgré leur formation invraisemblable, des gens polytechniciens, énarques, HEC et tout, ont dit pendant 5-6 ans, mais si Macron, il n'est pas si mal. En fait, c'est honteux. Quand on a une mini-formation, on s'aperçoit qu'il n'avait rien dans le chou dès le départ. Et mais bon, voilà. Et quand je dis lui, c'est tout son entourage, tout son entourage. Votre ami Léon vous explique que les élections sont truquées depuis une quinzaine d'années. Ça, en France? C'est une intuition d'abord qui n'est pas née de rien. C'est-à-dire qu'on a quand même un soupçon très fort sur des logiciels qui permettent le trucage in fine des élections pour obtenir le résultat que l'on veut. Et ces logiciels ont été vendus, ont été analysés et leurs effets délétères ont été mis sur le papier pour ce qui est de l'entreprise et des élections syndicales. Au départ, ces outils à altérer le résultat d'une élection étaient faits pour altérer une majorité ou une majorité, disons, un peu trop étroite d'assemblées d'actionnaires, etc. Donc c'était fait pour l'entreprise. Et puis graduellement, la tentation était trop grande de passer du monde dans l'entreprise au monde des élections, alors locales, etc. Et donc l'idée, c'est, on voit toujours le même scénario se dérouler sous nos yeux à la télé. Les deux candidats sont parallèles, l'un inférieur à l'autre, et au dernier moment, mais vraiment dans le dernier quart d'heure, ça fait une marche d'escalier, et celui qui est en bas fait une marche d'escalier pour coiffer l'autre. C'est systématiquement la même chose en Roumanie, etc. Et donc, ça a été le cas pour Trump. D'ailleurs, Trump, en ce moment, est en train encore de faire enquêter sur son échec de 2020. D'après les conclusions de l'échec de 2020, on va forcément remonter vers les logiciels et les opérateurs. Et fatalement, la France va subir le contre-coup. Si les mêmes techniques ont été employées et exportées, forcément en 2017, les ingénieurs du ministère de l'Intérieur étaient au courant. À l'endroit, c'est le titre, Christian Combaz, de votre essai avec une coccinelle, l'insecte qui mange les parasites. Qui mange les nuisibles, oui. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil.